Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, il est temps pour moi de refermer ma rétrospective Scream à quelques jours de la sortie du nouveau Bruno au cinéma ce mercredi. Causons donc de Scream 4, sorti en 2011, réalisé à l'époque par Wes Craven qui nous a quittés depuis, sur un scénario de Kevin Williamson. Et oui, il est là, même s'il a été un peu remanié quand même. Au casting, de retour dans les rôles principaux, forcément, Neve Campbell, l'héroïne Sidney Prescott, David Arquette, Dewey, qui est ici shérif carrément, hein, il a gagné en galon, et Courtney Cox dans le rôle de son épouse, Gay Weathers, ou Gay Riley, du coup, et oui. Et d'autres actrices-acteurs qui viennent jouer des personnages plus jeunes, notamment Emma Roberts, qui joue la cousine de Sidney, Emma Roberts étant la fille de Eric Roberts, Hayden Panettiere, qu'on avait pu voir dans la série Heroes, Rory Culkin, qui lui est le frère de Macaulay Culkin, Eric Knudsen, ou encore Nico Tortorella, citons aussi des présences assez rapides d'actrices qui vont devenir connues ou qui l'étaient déjà avant. Brittany Robertson, qu'on verra dans À la poursuite de demain, où il y a aussi Anna Paquin, qu'on a pu voir dans X-Men, et Kristen Bell, là également. Ça fait pas mal de monde. Sinon aussi, tiens, la présence quand même de, je ne sais, ah oui, voilà, Marley Shelton, qui joue la shérif adjoint Judy, qui est un personnage important dans le film. Attention, je suis pas en train de dire que c'est elle qui est la tueuse ou non, hein. D'ailleurs, je fais une zone spoiler, comme d'habitude, parce que là, il y a des choses à dire sur le dénouement. Et donc, c'est un métrage qui se déroule 15 ans après les meurtres de Woodsboro. Donc ici, c'est vraiment retour à Woodsboro. C'est un peu le scénario de Stab 3 qu'on voyait dans Scream 3. Mais en vrai non, encore un côté méta, on ne sait plus ce qui est vrai ou réel, hein, ou fictif plutôt, quand on regarde Scream, tellement il y a des références. Et donc 15 ans après, que se passe-t-il? Sidney revient à Woodsboro, alors que Dewey et Gail y vivent, parce que Dewey est devenu le shérif de Woodsboro. Pourquoi Sidney revient? Pour faire dédicacer son livre Out of Darkness, un petit peu de thérapie, comment elle est sortie de l'obscurité et revenue dans la lumière après tous ces drames. Et donc, hop, séance sur place. Et elle revient, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, pour les 15 ans, célébration des 15 ans des meurtres de Woodsboro, où il y a des jeunes qui visiblement ont envie de faire la fête autour de cela, pourquoi pas. Et évidemment, son retour va coïncider avec le retour de Ghostface, encore des meurtres, cette fois-ci à Woodsboro, donc comme dans le premier volet. Clairement, Sidney va être la cible numéro 1. De l'autre côté, Dewey et Gail aussi peut-être menacés. Et puis la cousine de Sidney, Jill, qui va être au milieu de tout cela. Et il y a un très fort parallèle entre Jill et Sidney, parce que Jill, c'est un peu la nouvelle Sidney. On va nous la présenter plus ou moins comme la nouvelle héroïne, ou celle qui est un peu comme sa cousine, sauf que le souci, c'est qu'elle n'a pas envie d'être comme sa cousine, et avec ses copines, elle plaisante sur le fait que Sidney, c'est un peu l'ange de la mort. Et ça revient à la malédiction, hein, qui nous avait été lancée dans le deuxième volet, Cassandre et tout. Bref. Et donc, ça recommence, et on va voir comment Sidney, Dewey, Gail et les autres vont se défendre face à ceux ou ces tueurs, tueuses. Là, encore une fois, je ne dis rien pour l'instant. Et c'était quand même risqué de faire une suite comme ça 10 ans après un Scream 3 qui a été mal aimé, décrié, que moi j'apprécie bien, d'ailleurs j'en ai parlé la semaine dernière et je l'ai défendu. Scream 4, moi j'avais été positivement surpris, comme beaucoup de gens, en le voyant à l'époque. Quand je l'ai revu, j'avais bien aimé, là en le revoyant une nouvelle fois, j'aime toujours. C'est assez inégal cependant, mais alors, on a un super début et une super fin. Et comme on le dit souvent, quand un film commence très bien et se termine très bien, c'est réussi. Certes, il y a quand même des scènes un petit peu qui vivotent durant le métrage, notamment sur certains meurtres où on met un petit peu du comic relief. Par exemple, l'un des deux flics en faction là, qui est tué en mode « fuck Bruce Willis » qu'il dit. Ouais, ok, super. Il y a des maladresses, des scènes qui sont un peu trop longues ou trop courtes. Ça dépend. Par exemple, celle qui est trop longue, c'est le meurtre, j'en dis pas plus, dans le parking. Ouais, j'avais envie de dire, et j'étais derrière à mon écran en disant « allez, abrège !» parce que, voilà. Mais trop de personnages un peu, et en même temps, on est aussi de retour dans une vie lycéenne plus moderne, avec les réseaux, l'obsession que certains ont, notamment Robbie Mercer et son pote du cinéma club, Charlie, de tout filmer, de tout référencer, parce que ça y est, voilà, Robbie qui filme 24h/24, qui stream ses Twitch avant l'heure. Bon, ça devait exister déjà en 2011 hein, quand même. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir que si le prochain Scream va mettre ça en ligne, vraiment avec des streamings de meurtres, le tueur qui stream ses meurtres carrément et qu'on voit, pourquoi pas, ça pourrait être une piste, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Donc c'est bien, l'aspect réseau, Facebook, Twitter, alors Twitter est encore au balbutiement, d'ailleurs à la base le scénario devait être
plus centré sur Facebook, etc. etc. Donc c'est bien géré, l'aspect malédiction ou non, Jill n'a pas envie d'être Sydney, et pourtant elle va le devenir malgré elle, et les tueurs clairement ont peut-être envie de faire d'elle la nouvelle Sydney, c'est compliqué, et voilà. Et aussi l'idée que peut-être les tueurs ont envie de faire leur remake, parce que ça surfe sur cette idée-là de faux remake du premier Scream. Vous voyez des scènes dans ce film qui référencent clairement le premier. J'en dis pas plus parce que c'est vers la fin, mais rappelez-vous l'intro avec le personnage de Drew Barrymore et son petit ami qui est ligoté et tout. Bah, il y a un autre personnage qui va être ligoté pareil plus tard. Il y a la chambre de Jill, pardon, qui rappelle la chambre de Sydney. Le petit ami de Jill, ou l'ex justement, qui s'appelle Trevor, qui rentre façon Billy Loomis, une sorte de Billy Loomis Junior. Donc forcément il va être suspect. Voilà, il y a clairement des références dans tous les sens. Kirby, ça pourrait être la nouvelle Tatum. Kirby qui est joué par Hayden Panettiere. Tout ça fait que tu as vraiment l'impression de revivre des choses, et en plus ça se passe à Woodsboro. Mais c'est différent aussi, et les règles changent. Et oui, qui dit remake ou nouveau film, nouvelles règles. Et à un moment, justement, tout est détourné. L'idée, c'est que l'imprévu est la nouvelle norme. Donc, à un moment où on pense qu'il va y avoir le grand final, lors de la soirée Stabaton, je vais revenir sur Stab, parce que Stab est toujours là depuis Scream 2, eh bien, non, c'est pas là le grand final. Non, 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 c'est après. Et puis même, il va y avoir une autre fin, mais ça, j'y reviendrai en spoiler. Et du coup, ceci m'amène à la scène d'intro, qui est géniale. Parce qu'on a une double mise en abîme. On a Stab 6 qui est montré, à travers Stab 7, où ils ont fait visiblement dans cet univers Stab des références internes totalement folles. Il paraît que Stab 5, c'est même voyage dans le temps, voilà. Je pense que Wes Craven a voulu un petit peu ironiser sur pas mal de choses là-dessus, y compris sur des projets qu'on lui avait présentés et qu'il a refusé de faire pour Freddy. Je crois qu'il y avait une sorte de voyage dans le temps qui est prévu, mais ça s'est pas fait, ou je ne sais pas, ou du moins pas par Wes Craven. Donc il y a ça, donc double scène méta, puis après on a la vraie scène avec meurtre, etc. On ne sait plus où on habite dès le début du film, et ça c'est génial. Puis bon, je reviendrai sur la fin, parce que là aussi, il y a des retournements de situation dans les retournements de situation. Des choses qu'on peut voir venir, et d'autres non. Peut-être un peu tirées par les cheveux aussi. Et sinon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des personnages aussi. Sidney Prescott, elle revient, elle est guérie, mais malgré tout, elle va devoir refaire face. Et on voit la femme courage ici, qui va affronter ses démons, mais face, puisqu'elle a appris à affronter ses démons psychologiques, déjà les années auparavant. Donc ça, c'est bien. Dewey en tant que shérif, il sert pas à grand chose, même il a pas l'air très compétent, donc c'est plus son adjointe là qui est bizarre, parce qu'il y a une il y a une concurrence qui se fait entre l'adjointe Judy et Gail, sa femme. Gail qui est paumée en femme au foyer, ça lui va pas du tout. Elle voit ici l'occasion de revenir à l'action, de redevenir journaliste, d'enquêter avec les jeunes, même que ça paraît très suspect à un moment. Donc il y a des belles choses autour des personnages principaux, donc surtout Sidney et Gail qui ici ont une belle présence. Dewey, il est plus en mode, il a toujours été un peu paumé ce personnage, on verra bien ce qui va advenir de lui par la suite, hein, j'en dis pas plus. Et donc, la finalité, ouais, là je vais aller directement, dans la zone spoiler. Alors, que se passe-t-il? Bon, il y a deux tueurs, tiens, comme d'habitude. Pour la première fois, non pas pour la première fois, parce que dans le 2, il y avait la mère de Billy, même si je sais pas si elle tuait vraiment. Elle était un peu l'instigatrice du personnage joué par Timothy Olyphant. Mais là, on a vraiment une tueuse et un tueur. La tueuse, alors le tueur étant Charlie, lui tu le vois venir vite parce qu'il est un peu paumé, un peu psychotique, hein, c'est un peu la tradition de ces tueurs psychotiques qu'on voit dans le 1 et le 2, et là du coup. Et donc Charlie est tueur, même s'il y a un rebondissement, parce qu'à un moment il fait semblant d'être potentiellement la victime, mais en fait, retournement de situation, c'est lui qui est ligoté et tout. Et l'autre tueur est une tueuse, et c'est la cousine de Sidney. Et c'est bien joué, tu ne le vois pas forcément venir. Bon, quand tu revois le film, tu te dis que elle joue super bien la comédie, la comédienne, enfin le personnage à travers la comédienne. Bon là, il y a du côté méta encore. Pourquoi Jill est la tueuse? Parce qu'elle en a marre de voir Sidney l'héroïne et tout. Sa vie a été bousillée par la réputation de Sidney. Ce qui est terrible, c'est que la malédiction Sidney continue. C'est que tous ses proches, ses amis, soit meurent, soit sont des tueurs. Et là, il y en a une qui a été matrixée par l'idée que Sidney, Sidney, comme ta cousine et tout, et elle a un ras-le-bol, elle a pété un plomb, elle est devenue folle, et elle a décidé de remplacer Sidney, de tuer Sidney et tout le monde, et d'être la nouvelle héroïne, la nouvelle Sidney. Et le pire, c'est que ça marche. Elle va être l'héroïne des médias à la fin, parce qu'elle va réussir à son coup. Elle va tuer Sidney. Incroyable. Sauf que non, il y a une fin alternative, clairement dite. Sidney survit, on se demande comment, c'est Michael Myers, elle le dit, Jill, hein, elle crève jamais. On rentre dans le... Vous savez, ce domaine un peu
supernatural de ces slashers où là c'est souvent les tueurs qui sont increvables. Là c'est Sidney la résistante ultime qui meurt jamais. C'est drôle d'ailleurs ce parallèle inversé. Et donc Jill n'a pas réussi à tuer Sidney qui est toujours en vie, et là Jill va péter un plomb et se faire avoir, etc. Mais sur le propos, Jill a réussi à devenir l'héroïne quelques instants. Les médias en extérieur pensent que Sidney est morte, que c'est la seule survivante. Et donc au moment où elle crève vraiment, Jill, pardon, vous voyez, c'est difficile parce que c'est vraiment les mêmes personnages, presque, hein, mais inversés. Eh bien, les médias disent que Jill est l'héroïne et tout. Et c'est tellement cynique, il y a tout un rapport là-dessus, Wes Craven a super bien joué, comme quoi l'original restera meilleur que la copie remake, et aussi ce discours sur la folie potentielle des réseaux, le fanatisme absolu, au contraire, l'idée de vengeance qu'aujourd'hui on peut avoir facilement à travers les nouvelles technologies ou autres, et que les jeunes peuvent être un petit peu, vous voyez, matrixés, oui, j'ai pas d'autres termes, c'est à cause de Matrix Résurrection ça, sont perdus par moments par des trucs comme ça, et là, la pauvre Jill quand même, elle a complètement vrillé, et c'est violent. Mais la fin, avant la fin, donc la vraie fin qui aurait dû être la fin, rappelle la fin du premier, mais c'est évident, d'ailleurs les références à Billy et Stu sont là, sauf que Sidney survit et Jill se fait avoir. De toute façon, même si Jill avait tué Sidney, elle aurait été condamnée derrière, hein. À la fin, dans l'hôpital, c'est violent. Alors justement, cette toute fin peut paraître maladroite, mais je trouve ça brillant. Peut-être qu'il aurait été plus violent carrément de finir là avec Scream 4 et faire que Sidney meure vraiment et que Jill gagne, et puis qu'il y a un autre Scream avec Jill en héroïne fausse, héroïne mais qui est tueuse, et voire peut-être un autre tueur qui essaye de lui en vouloir à elle alors qu'elle s'est rangée après avoir réussi à être héroïne. Ça aurait été très drôle, ça aurait pu être un bel axe de suite sans Sidney Prescott. Mais bon, du coup, on verra avec Sidney, Dewey et Gale ce qui nous attend pour le 5, en espérant quand même que ça change un peu, que les trois n'arrivent pas à survivre bêtement, ou il n'y a rien à se reprocher à la fin du 5. Mais bon, on risque quand même de se diriger vers là, parce que visiblement ils ont envie d'en faire jusqu'au 6e, deuxième trilogie, quoi. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire sur le spoiler. Moi je trouve cette fin quand même très intéressante, et méta d'autant plus forte sur l'idée remake, etc. Je referme la zone spoiler, je vais conclure en rajoutant quelques petits trucs. Oui, les références sont là, toujours, le cinéma, c'est un cinéma club, évidemment, les stabs sont là, donc ça ne change pas. Les références, je disais, au 1 sont évidentes, au 2 un petit peu, le 3 a été bazardé. J'ai l'impression que Wes Craven a renié le 3, ou du moins les producteurs ont dit non, le 3 n'a pas bien marché, ou a été assez peu réputé, et à part l'idée du réalisateur, j'en dis pas plus, les mentions du 3 ne sont pas là. Voilà, Maureen Prescott, on ne redit pas ce qu'elle a vécu dans sa jeunesse, que dalle. D'ailleurs, là, les références à Maureen Prescott sont faibles, si ce n'est qu'à sa sœur, la tante de Sidney, qui est là, d'où la cousine aussi, forcément. Mais bon, en tout cas, j'aime bien ce volet, clairement. Il est au-dessus du 2. Je le mettrai presque au niveau du 3. Enfin, les deux se valent. Pour moi, les deux sont ex aequo, deuxième meilleur film. C'est que le 2 que je renie pas du tout, il est très bien, mais que je trouve au final moins intéressant que les trois autres. Évidemment, le premier est toujours au-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est passionnant, ce 4, et que c'était mal engagé peut-être sur le papier, mais qu'ils ont réussi à faire quelque chose de bien. Reste à savoir ce qu'ils vont nous faire du 5e volet, qui s'appellera Scream tout court, d'ailleurs, sans Wes Craven, et je crois qu'il n'y a pas Kevin Williamson non plus, je crois pas. Attention, mais on pensait que le 4 n'allait pas fonctionner, et ça a marché. Est-ce que le 5 va nous surprendre positivement aussi? Nous verrons bien. Je ne vais pas faire de théorie dessus, ça ne sert à rien pour l'instant. Mais n'hésitez pas en commentaire à déjà dire si vous avez aimé le 4, est-ce que c'est votre préféré de la quadrilogie? Est-ce que vous attendez le 5 avec impatience? Que va-t-il se passer dans le 5 selon vous? L'espace commentaire vous est ouvert. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.